Voilà pour ce documentaire sur ce petit coin de Berry et sur ses habitants particulièrement extraordinaires. J'espère que ce documentaire vous a ému, vous a touché. J'imagine qu'il a dû aussi soulever pas mal de questions chez vous. Eh bien, ces questions, on va les poser à nos invités. Je vous les présente. Avec nous d'abord, bonsoir, Corinne Bianrosa, un visage qu'on connaît très très bien à France 3 Centre Val-de-Loire. Vous êtes journaliste, mais là, vous avez enfilé le costume de réalisatrice pour ce documentaire. Et bien, merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également aussi, mais derrière son écran d'ordinateur, le docteur Alberto Velasco. Bonsoir, merci beaucoup. Vous êtes psychiatre au pôle 5-6-7 du groupe hospitalier universitaire Paris, psychiatrie et neurosciences. Vous êtes aussi vice-président du GREPFA France. C'est le groupe de recherche européen en placement familial. Je précise aussi que vous avez été pendant 20 ans à la tête d'une équipe AFT, accueil familial thérapeutique. Et donc, bien sûr, vous êtes très bien placé pour nous parler de tout ça. On vous retrouve tout à l'heure. D'abord, je vous présente Juliette Rigondet, autre invitée ici avec nous en studio. Vous êtes journaliste et écrivaine et vous connaissez particulièrement bien Dain-sur-Oron pour y avoir passé une partie de votre enfance et pour y avoir surtout mené une longue enquête qui a donné naissance à ce livre, Un village pour aliénés tranquilles chez Fayard en 2019. Merci d'être avec nous. Enfin, la dernière invitée, je vous la présente, elle s'appelle Bélène Alonso, elle est en visioconférence elle aussi et elle a accueilli chez elle des patients et aujourd'hui, elle est présidente de l'association Famidac, référence en matière d'accueil familial sur tout le territoire français. Merci Bélène d'être avec nous. Première question très simple. Pour vous, Juliette Rigondet, ce documentaire sur Dain-sur-Oron, cette ville que vous connaissez bien, ses habitants, ses malades mentaux, qu'est-ce qu'il a déclenché, qu'est-ce qu'il a généré chez vous ? Il m'a beaucoup touchée. Je l'ai trouvé très juste également. J'ai trouvé qu'il était extrêmement respectueux de la dignité des personnes. Et j'aimerais dire que je trouve le titre aussi beau que juste, que la liberté, ça résonne très fort avec les débats qui ont été au cœur de la création de ce lieu, on en reparlera. Et juste un mot sur ce poisson rouge du début, avec ce titre « Pas folle la liberté ». Ce poisson rouge qui regarde le monde à travers la vitre de son bocal, moi ça m'a fait penser à la maladie psychique qui isole de ses proches, de sa famille, du monde. Et l'AFT, l'accueil familial thérapeutique, n'annule pas l'isolement dû à la maladie psychique, mais permet d'être davantage au monde et de faire des rencontres, d'être davantage au cœur de la vie. Et Bernard, qui est penché vers son poisson rouge comme ça, j'ai trouvé ça assez bouleversant, d'emblée. Alors, est-ce que c'était l'objectif, Corinne Bianrosa, de bouleverser les téléspectateurs ? En tout cas, quel message vous aviez l'intention d'envoyer au travers de ce documentaire ? Alors le premier message, enfin, après avoir passé nos 11 jours de tournage à Dain-sur-Oron, j'avais vraiment envie que ce film fasse à la fois rire d'un rire non moqueur et pleurer aussi, rire et pleurer, parce que ces patients nous transportent d'une émotion à une autre, c'est leur force aussi. Je dois dire que l'idée de ce documentaire a germé il y a très longtemps. En fait, il était resté à l'intérieur de moi. J'étais jeune journaliste, je suis allée faire un reportage à Dain. J'avoue que j'avais été stupéfiée par cette expérience dont quasi personne ne parlait. Il y avait une atmosphère absolument particulière dans ce village. Tout était surréaliste. Et je pense que peut-être j'étais un peu jeune pour saisir tous les tenants et les aboutissants, mais j'avais gardé quelque chose de Dain en moi, je dois dire. Et des personnages que vous connaissiez, d'ailleurs, j'imagine que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, un documentaire avec ces personnes. Il faut rentrer dans ces familles, il faut rentrer dans l'univers aussi de ces malades. Ça prend du temps. Oui, il a fallu 2 ans pour préparer ce
ce film. J'ai été, je dois le dire, vraiment réellement aidée par le docteur Michel, qui est médecin-chef de l'hôpital de Dun-sur-Oron, qui a tout de suite cru en ce film et qui nous a beaucoup aidés. Hein. C'est particulier parce que nous avons tourné entre deux périodes de confinement. Ouais. Elle nous a fait confiance, ça s'est bien passé et c'est aussi grâce à elle que ce film a pu voir le jour. Et c'est aussi grâce à elle que ce service continue d'exister. Alors, l'accueil familial thérapeutique, peut-être que vous n'en aviez jamais entendu parler avant et pourtant, ça existe depuis un petit moment. Vous l'avez dit, Corinne, on n'en parle pas forcément, on ne sait pas forcément que ça existe. C'est quoi l'AFT, Juliette Rigondet, vous qui avez enquêté là-dessus, qui avez passé 3 ans à comprendre cette expérience qui est devenue une sorte de prise en charge aujourd'hui des malades mentaux? Oui, alors la grande nouveauté de l'AFT à la fin du 19e siècle, qui s'appelle alors une colonie pour aliénés tranquilles, c'est de faire sortir pour la première fois, c'est la première fois qu'on le fait en France, des patients de l'hôpital psychiatrique, qui s'appelle alors des asiles. Donc la grande nouveauté, c'est qu'à Dun-sur-Oron, où c'est créé, il n'y a pas d'asile, il y a juste un bureau pour le médecin et une infirmerie. Une infirmerie qui va se développer parce qu'évidemment, quand il y a un patient, une patiente en crise, ils vont passer du temps dedans. Mais sinon, le lieu de soins, c'est le village. Donc, la grande nouveauté, c'est que ces patients sont placés dans des familles où ils trouvent une chambre à eux, un lieu qui est quand même à eux, au lieu des dortoirs de l'asile. Et ils ont la liberté de se promener, de faire ce qu'ils veulent, de travailler à l'époque, s'ils le souhaitent, uniquement s'ils le souhaitent. Donc voilà, c'est ça, à l'origine. Alors, ça n'a pas beaucoup changé. Non, c'est vrai, si ce n'est par rapport au nombre de personnes prises en charge, mais ça aussi, on va en parler. J'ai justement envie de poser cette question au docteur Alberto Velasco. Ça concerne combien de personnes aujourd'hui, l'accueil familial thérapeutique? On permet ce dispositif pour combien de personnes aujourd'hui? Alors, je ne connais pas les chiffres au niveau national. Je peux vous dire qu'en général, les services psychiatriques hors colonie, hors ce qu'on vient de voir dans ce film très touchant, sont habitués à proposer des unités des tailles très réduites afin de pouvoir justement mieux les suivre, car l'AFT, dans cette perspective-là, représente un temps uniquement dans les soins. Nous avons des patients qui ont souvent passé très longtemps, des années, et parfois des années très longues, dans les hôpitaux publics. Et c'est quelque chose qui amène au service à réfléchir aux manières de pouvoir les permettre de sortir de l'hôpital. Je pense que dans notre service, ça va représenter une très petite quantité. Actuellement, on n'a pas de plus de 7 à 8 places pour un service où le nombre de patients accueillis représente 4000 patients à peu près. Donc c'est vraiment une toute petite quantité, un tout petit pourcentage. Et je pense que c'est à peu près comme ça dans tous les services. Il faut dire que ce n'est pas non plus une activité qui est très développée en France. Ouais. Alors, l'AFT, c'est vrai que ça va dépendre d'un centre hospitalier et tous les centres hospitaliers n'en proposent pas forcément. Ça s'adresse à des patients stabilisés. Ça veut dire quoi, stabilisé? Alors, en psychiatrie, inspiré par la psychanalyse, on sait que les gens qui ont un problème qu'on appelle psychose, c'est une structure psychique dans laquelle la personne a l'impression que le monde est hostile, malveillant, et déclenche des symptômes. Ce sont des symptômes qui leur permettent de tenter de faire face à ce qu'ils ont l'impression de vivre. Ces symptômes-là peuvent être bruyants, peuvent être source de malheur, de souffrance pour le patient, mais aussi pour les gens qui l'entourent. Et on dit là que ce sont des patients qui sont déstabilisés. La stabilisation correspond à une phase dans laquelle le symptôme est ou bien
pratiquement disparu, ou bien présent, mais à minima, et n'empêche pas le patient de pouvoir vivre dans une vie relationnelle classique comme celle que l'on voit dans le film. Alors, juste avant de poser cette question à Juliette qui a, elle, étudié l'origine de ce placement, vous me disiez quand on a préparé l'émission ensemble que finalement c'est quelque chose qu'on pratique depuis extrêmement longtemps et pas juste la fin du 19e siècle où on a commencé à en parler et où Auguste Marie a créé cette colonie pour aliéner à Dun-sur-Auron. Vous me dites que c'était une pratique qu'on faisait avant mais on n'avait pas forcément institutionnalisé ça en fait. Excusez-moi, l'image se fige parfois. Je j'ai pas entendu la question. La question, Si vous c'était de voulez savoir si répéter. l'AFT, ça n'existe que depuis la fin du 19e siècle ou si ça existe depuis bien plus longtemps. Vous m'aviez confié, quand on a préparé cette émission, que c'était une pratique commune bien avant. Il y a une légende qui vient du Moyen Âge, dans laquelle, des patients faisant des pèlerinages dans un lieu saint qui est en Belgique, pouvaient aspirer à être sauvés par, la sainte à laquelle était vouée une église. Et donc à l'époque, on attendait des miracles, effectivement, qui pouvaient venir du rapprochement et des prières qui étaient prononcées avec cette sainte. Donc c'est une pratique humaine qui existe depuis longtemps. Depuis, les choses ont changé, ont évolué. Il y a eu effectivement ce moment de désinstitutionnalisation du 19e siècle qui a permis aux patients de pouvoir aspirer à une vie extérieure à l'hôpital pour ensuite devenir une alternative à l'hospitalisation telle qu'on la voit depuis 50-70 ans avec la psychiatrie de secteur. Juliette Régondet, on parle depuis tout à l'heure d'Auguste Marie, de cette première colonie. On est à quelle date et qu'est-ce qui lui prend, lui, de faire ça finalement ? Alors, on est en 1892 quand il arrive à Dun avec 24 femmes de Sainte-Anne. Ça n'est pas tout à fait nouveau en réalité parce que, alors oui, en effet, la colonie de Gell en Belgique existe depuis le Moyen-Âge. Et ailleurs en Europe, il y a des colonies familiales pour aliénés. Donc, il y en a aussi en Allemagne, en Suisse, peut-être en Italie d'ailleurs aussi, et aussi en Grande-Bretagne. En réalité, depuis les années 1860, il y a de nombreux débats qui s'élèvent contre les asiles surpeuplés. Et puis, on en reparlera peut-être contre la loi de 1838, qui a été à l'origine de la création des asiles et qui, en fait, a créé cette surpopulation en faisant rentrer dans la catégorie d'aliénés de nombreuses personnes qui n'avaient rien à y faire. Donc, depuis les années 1860, il y a de nombreux intellectuels, hommes politiques, comme Gambetta par exemple, médecins, qui veulent changer les choses. Et il y a une opposition parmi ceux qu'on appelle alors les aliénistes, donc les psychiatres de l'époque, entre ceux qui considèrent que les malades mentaux sont dangereux et qu'il faut les garder à l'écart de la société. C'est en gros ce que dit la loi de 1838. Et ceux qui pensent qu'il y a parmi ces malades mentaux des personnes qui peuvent très bien vivre en société et que si on les faisait sortir des asiles, on soignerait beaucoup mieux les patients dits aigus parce qu'il y aurait moins de monde à l'asile. Donc l'idée de ces médecins-là, c'est de garder à l'asile les patients en crise, qu'on pense pouvoir guérir assez vite, les personnes dangereuses, et de faire sortir ceux qu'on appelle des aliénés tranquilles. Alors, il y a un modèle qui a beaucoup compté pour la création de Dun-sur-Auron. J'allais vous poser la question parce qu'il a, il a eu l'occasion, Auguste Marie, de voyager, d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, et il s'en est inspiré. Alors, il était jeune médecin en 1890 et il est envoyé par son chef de service, le docteur Bouchereau, à Sainte-Anne, en Écosse. Parce que alors la Grande-Bretagne a beaucoup d'avance sur la France. Depuis les années 1830, les asiles psychiatriques en Angleterre ne sont pas cernés de grands murs, comme on peut voir encore à Sainte-Anne à Paris, mais simplement de grilles qui sont parfois ouvertes. On n'y pratique plus la contention, donc il n'y a plus de camisole, par exemple, ou de liens. Et on permet aussi, on responsabilise beaucoup les patients en leur autorisant quelques sorties sur parole, comme on dit. Il y a des pavillons plutôt qu'un grand asile avec des baies vitrées à la place de fenêtres avec des barreaux. Et surtout, depuis les années 1850, il y a des colonies familiales
où, à la différence de ce qui se fait en Belgique, on ne fait sortir de l'asile que les patients dits chroniques et tranquilles. À Gel, en Belgique, on mélange un peu tout le monde. Voilà, c'est ce que reproche le docteur Marie, notamment dans le modèle de Gel. En Écosse, on fait sortir ceux qu'on considère comme aliénés tranquilles, qui vivent dans des familles à la campagne, qui travaillent s'ils le souhaitent. Et ces personnes vont beaucoup mieux, très rapidement. Donc le docteur Marie revient avec un rapport très convaincant à Paris et qui va convaincre le Conseil général de la Seine de créer une telle colonie. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand il débarque à Dain avec ces femmes? La population est prévenue, la population est préparée, la population réagit comment? Eh bien, de façon diverse. Elle est prévenue parce que une sorte d'appel d'offres a été lancé par le département de Paris pour chercher des départements pas trop éloignés où on pourrait créer cette colonie, de préférence à la campagne. 4 départements se sont dit intéressés, l'Orne, la Creuse, l'Allier et le Cher. Mais le Cher a été le premier à proposer une visite, et Addin-sur-Oron parce qu'il y a à l'époque une crise économique assez grave. Donc il y a un représentant du Conseil général de la Seine qui se rend à Dain, qui, à vrai dire, au début, n'est pas du tout emballé par le village. Il pleut, il trouve ça sinistre. Mais on lui fait visiter des maisons qu'il trouve très agréables, finalement. Donc, il organise une réunion d'information. Et dès cette première réunion, il y a 40 familles qui se disent partantes. Et ça, c'était inespéré. Donc, c'est comme ça que cela se fait. Alors, ces familles sont partantes, sans doute, pour des raisons économiques essentiellement. Les premières, le jour de l'arrivée des premières patientes est décrit par la presse locale comme attirant du monde, et notamment des gens qui ont peur et qui s'attendent à voir des tableaux un peu monstrueux et qui finalement assez vite sont très surpris de se dire que ces gens-là leur ressemblent finalement, plus que ce qu'ils croyaient. Et finalement, cette décision prise à l'époque aura des bénéfices qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a fait de l'emploi, ça a maintenu sur place des habitants. Et à l'époque actuelle où nos zones rurales, justement, pâtissent de la population qui part tous les ans, d'une démographie qui chute, et ben, ce n'est pas le cas à Dain-sur-Oron. Oui, contrairement aux petites villes voisines à peu près de la même taille, la population de Dain s'est à peu près maintenue depuis la fin du 19e, ce qui est assez étonnant quand même. Et il faut quand même se rendre compte que pendant longtemps, il y a eu 1000 patients à Dain pour 4000 habitants. Et donc, effectivement, ça nécessitait l'emploi de nombreuses personnes. Et aujourd'hui encore, alors qu'ils ne sont plus qu'environ, en moyenne 230, 250, placés en famille d'accueil, mais maintenant, il y a un hôpital psychiatrique où il y a d'autres patients. Il y a à peu près, je crois, 400 personnes, en comptant les familles d'accueil, qui sont employées par l'hôpital à Dain, sur 4000 habitants. Et une question sur aujourd'hui, Corinne, justement. La population a peut-être eu peur à une époque. Vous l'avez ressenti comment, la population de Dain-sur-Oron, aujourd'hui, quand elle voit, justement, Stéphane venir à la boulangerie? Qu'est-ce qui se passe, finalement, chez eux? En fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils sont totalement intégrés à la population, comme on a pu le voir dans le film, mais c'est une réalité. Ils font vraiment partie du paysage et de la population. Et partout, on nous l'a répété. Il y a même parfois, ils se défendent à Dain, parce que Dain, longtemps, on a appelé Dain le village des fous. Donc, ça ne plaisait pas du tout aux habitants de Dain. Et aujourd'hui, ils sont fiers de montrer qu'ils ont réussi à intégrer cette population. Et on a même rencontré quelqu'un dans un bar qui nous a dit « Mais vous savez, autrefois, au Moyen-Âge, les fous, on les brûlait. Et nous, on les a intégrés. » Donc, il y a une certaine forme de fierté. Et puis, on sait aussi que les patients participent à l'économie locale. Et ça, il faut le dire, c'est important aussi. Oui, et appréciable, encore une fois, dans une petite commune comme Dain-sur-Oron. Justement, on va se pencher un petit peu sur le passé. On a retrouvé un reportage qui avait été tourné dans les rues de Dain en 1989, à l'été 89. C'était sur FR3 à l'époque. Jetez un petit coup d'œil et ça résume bien tout ce qu'on vient de vous raconter. S'il n'y avait pas ces tics, ces démarches et ces regards étranges, qui pourraient deviner que ces gens-là ne sont pas tout à fait comme les autres?
Ici, ils vont et viennent librement dans le village parce qu'à Dun-sur-Oron, on n'enferme pas les malades. Voilà maintenant un siècle que psychotiques, schizophrènes, déprimés ou alcooliques en voie de guérison ont l'autorisation de franchir dans les deux sens le seuil de l'hôpital. Mieux, aujourd'hui, 1 millier de ces malades mentaux n'y dorment plus, puisqu'ici, par tradition, des familles prennent le relais des psychiatres. J'ai 4 pensionnaires. Alors j'ai pris la succession de ma mère le 1er novembre 1969. Et ma mère en a eu pendant 48 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette façon d'accueillir des malades? C'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas de travail, il n'y a pas de travail dans la région. Alors j'ai été élevée parmi les pensionnaires. Ma mère en a toujours eu. Alors comme ma mère n'a pas pu continuer de s'en occuper, c'est moi qui ai pris la succession. Sans doute jalousées, les familles sont soupçonnées de faire de l'argent sur le dos des malades. Pourtant, l'allocation est dérisoire, entre 65 et 83 francs par jour et par malade pour le nourrir et le loger. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, dans ce placement? J'ai 45 ans d'internement. Non, mais ici, vous n'êtes pas Ah interné. non, 10 ans. Depuis 86. Vous n'êtes pas interné ici. On n'est pas interdit, d'accord, mais on fait pas ce qu'on veut. Comment ça, vous faites pas ce que vous voulez? Non, parce que quand on prend de l'argent, d'accord, si j'ai confiance, je donne. Si j'ai le malheur de demander 1000 francs, Le placement familial thérapeutique se résume en 2 mots. C'est que les malades qui sont stabilisés sur le plan de la pathologie mentale sont accueillis au sein d'une famille d'accueil. Cette famille-là leur apporte une sorte de réparation affective et il nous donne également tous les renseignements nécessaires afin de suivre l'évolution de ces malades et puis essayer d'éviter des rechutes. Bien sûr, la rechute est toujours possible, la crise que les familles redoutent. Mais elles savent que l'hôpital est à l'écoute, prêt à intervenir. Elles savent aussi que l'amélioration passe par cet isolement rompu, par ce semblant de convivialité. Ici, à l'annexe, les malades placés en famille se retrouvent et s'occupent. Des activités salutaires qui permettront peut-être l'espoir fou d'une guérison. On va aller justement parler de ces accueillants, ces familles qui ouvrent leurs portes aux malades avec vous, docteur Velasco. Qui sont-ils, ces gens qui décident d'accompagner? C'est une sacrée responsabilité quand même. Qui sont-ils, ces gens qui décident d'accompagner ces malades? Oui, une question très importante. Je voulais justement simplement dire avant qu'on n'enferme pas les patients, on n'enferme plus les patients. En tout cas, c'est un mot qui a été employé, à mon avis, à une époque précédente. Aujourd'hui, on parle d'une hospitalisation. Évidemment, c'est une hospitalisation qui, normalement, ne dure pas longtemps. On ne vit plus à l'hôpital comme on vivait il y a très longtemps. Par rapport à l'idée que des hôpitaux sont parfois entourés de murs, c'est vrai que Sainte-Anne a des murs, mais on a eu un projet pour abattre les murs il y a une quinzaine, vingtaine d'années, et en fait, on a abandonné l'idée parce qu'on avait peur que les gens de l'extérieur pouvaient venir un peu trop s'installer dans les enceintes de cet hôpital. On a des services fermés, ouverts, pour la clarté de débat. On va en reparler tout à l'heure, ne vous en faites pas, docteur Velasco. Parlons juste du profil de ces accueillants, justement. Qui sont ces familles? Vous avez été à la tête d'un service pendant 20 ans, vous les avez côtoyés, ces familles. Oui. En fait, il y a des gens qui font spontanément un acte de candidature et on s'interroge toujours qui peut bien vouloir accueillir des patients hors colonie. On voit bien que la colonie, il y a un effet de transmission, de tradition du village, mais ce n'est pas le cas pour les familles qui viennent d'autres lieux. Et il y a quelque chose d'étonnant, c'est parfois le bouche à oreille, qui permet aux familles d'apprendre qu'il y a une manière parfois d'avoir une reconversion aussi dans leur vie. Ce sont des dames qui ayant élevé leurs enfants, finissent par se dire qu'après tout, ils peuvent continuer à avoir une vie, cette fois-ci une vie professionnelle, et font une demande d'agrément. Cette demande d'agrément passe par des aspects administratifs, mais il y a aussi des entretiens avec les équipes qui nous permettent de voir, d'apprécier quelle est la motivation. Il y a une intention dans la demande d'agrément. Une intention, et ça nous intéresse beaucoup, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question, ce n'est pas un miracle ce qui se passe en famille d'accueil, ça relève de l'art, et de l'art où il y a à la fois des aspects psychopathologiques qui viennent des deux côtés.
nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui motive la famille pour essayer de vivre cette expérience Mmh. en dehors de l'aspect, financier, bien sûr. Et c'est là où on attache beaucoup d'importance à connaître un peu les éléments de l'histoire, par exemple, de la famille. Souvent, il y a une notion de réparation ou alors nous avons, des familles d'accueil qui ont eu dans leur, histoire des sœurs, des frères, des parents qui nécessitent de faire quelque chose avec ce passé. Donc nous avons besoin de faire des entretiens, de connaître et émettre un avis favorable ou défavorable. Mais ils n'ont pas forcément comment dire, un passé médical ou médico-social. Ça peut voilà, être soit des histoires personnelles, soit simplement une envie, un choix d'embrasser cette profession-là. Parce que précisons-le, quand on est accueillant familial thérapeutique, on est rémunéré par le centre hospitalier dont dépend le patient qu'on accueille. Précision importante. C'est ça. Non, il n'y a pas des questions traumatiques en soi forcément. Parfois, c'est des détails. Vous savez, la vie est faite de détails et de contingences qui font que quelqu'un décide de faire, un métier et pas un autre. Il ne s'agit pas des grands problèmes en soi. Ça peut être parfois une sensibilité à la souffrance, parce que nous avons vu quelqu'un souffrir. Souvent, c'est dans l'environnement familial, mais Mhm. pas uniquement. Donc, on a là des croisements dans la vie qui permettent à des personnes d'aspirer à donner des soins à quelqu'un d'autre. C'est le cas sûrement de beaucoup de gens qui avons choisi le métier de médecin, psychologue, etc. Corinne? Oui, je voulais juste rajouter que lors de notre tournage à Dain, on a effectivement beaucoup interrogé les familles sur leur motivation, ce qu'on n'a pas pu toujours mettre dans le film. Mais par exemple, Virginie, la famille d'accueil de François, c'est une ancienne aide-soignante de l'hôpital de Bourges. Qui était très insatisfaite de ses conditions de travail et qui n'en pouvait plus disait-elle, de ne pas pouvoir s'occuper correctement de ses patients, de ses malades. Et en devenant famille d'accueil thérapeutique, elle a l'impression d'avoir de meilleures conditions de travail, d'être plus utile, de se réaliser dans son travail. Faire sa part. Ouais. Voilà, exactement. Et d'autre part, il y a aussi, à Dain particulièrement, je ne sais pas ailleurs, mais une sorte de déterminisme. Beaucoup de femmes sont familles d'accueil parce qu'avant elles, leur mère, leur grand-mère, leur tante étaient familles d'accueil et parfois elles démarrent des carrières, on en a rencontré des carrières commerciales dans le secteur informatique, des postes de cadre et elles reviennent pour être familles d'accueil. Ça m'a beaucoup frappée. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on dit famille d'accueil, mais en vérité, c'est une personne qui au départ passe un agrément et il y a une accueillante. Sauf qu'on est d'accord, on ne peut pas accueillir chez soi seul, on accueille avec le reste de la famille. La famille, elle est partie prenante, complètement. Tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est pour cela que lors du recrutement des familles d'accueil, le docteur Michel m'a expliqué qu'elle recevait toujours la personne qui sera responsable, donc femme ou homme, et depuis peu de temps, il y a aussi quelques hommes, et son compagnon ou sa compagne. Parce qu'elle considère que les deux personnes accueillent sous leur toit et que l'un comme l'autre peut être censé s'occuper des patients. Alors justement, on va aller poser la question à Bélène. Bélène, elle a été accueillante familiale thérapeutique pendant de longues années. Bélène, vous confirmez, c'est un choix qui vous implique, vous, bien sûr, parce que vous êtes la responsable du patient que vous accueillez, mais c'est un choix familial. Tout le monde vous aide finalement. Bien sûr, de toute manière, l'accueil familial, c'est un travail d'équipe dans la famille. Après, je vous explique un tout petit peu brièvement mon parcours. C'est qu'en fait, moi, je ne me dédiais pas du tout à un métier médical ou social. J'ai une formation littéraire. Et effectivement, j'ai connu l'accueil familial dit social, donc qui dépend d'un agrément du département, parce que j'avais vraiment beaucoup de personnes dans mon entourage dans les sociales, qui étaient plutôt éducateurs, etc. Ce qui fait que on a eu un agrément et un agrément de couple. Ça existe en fait pour l'accueil social. Et également, quand on faisait l'accueil familial thérapeutique, on avait
un agrément de couple. Bien sûr, les contrats, il est signé avec une de deux personnes, hein, qui est le responsable, mais ça n'empêche qu'à la base, on va dire que l'agrément, il est donné aux deux membres du couple. Et pour autant, vous avez été formé, vous avez suivi une formation, je crois, de 300 heures, c'est ça à peu près Alors, c'est pas du tout si simple que ça. Donc, la formation, donc, elle est obligatoire, c'est-à-dire que notre employeur doit nous proposer des formations. C'est assez aléatoire, hein, on va dire, et c'est de la formation continue. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas vous dire quelle quantité d'heures j'ai eu des formations. Ce n'est pas vraiment 300 heures, hein, pour mon cas. Voilà. Allez, après, je suis demandeuse de formation, donc j'ai insisté lourdement auprès de mon hôpital pour avoir des formations. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de votre expérience d'accueillante familiale thérapeutique ? Qu'est-ce que vous en retirez, vous qui maintenant êtes passé à autre chose ? Qu'est-ce que vous gardez en mémoire ? Je garde en mémoire une magnifique expérience et l'effet d'avoir eu une utilité. Et voilà, j'ai travaillé avec des personnes avec un très lourd et très long passé dans les hôpitaux. Et j'ai eu la joie et la fierté, hein, de voir partir les personnes que j'ai accueillies, pour la plupart, de les voir partir dans une institution autre que médicale. Donc, toutes les personnes, la plupart des personnes qui sont venues chez nous sont réparties sur une structure du type EHPAD, foyer de vie, foyer occupationnel. Mais ils sont sortis de murs de l'hôpital dans lesquels ils avaient passé pour certains plus de 50 ans. Ah oui, d'accord. Corinne, vous avez croisé sur votre chemin des échecs, des familles qui n'ont pas réussi ou des associations qui n'ont pas fonctionné entre la famille et le patient ? Ah oui, ça arrive. Il y a parfois des placements qui se font pas. Donc, il n'y a pas d'osmose entre la famille d'accueil et le patient. C'est parfois compliqué, vous savez, parce que en fait, les familles d'accueil, elles voudraient tout avoir le patient presque idéal, parfait, celui qui est drôle, qui a jamais de crise. Donc, il faut que l'osmose se fasse. Mais par exemple, dans le cas de Bernard et de Stéphane, ils s'entendent très bien tous les deux. Ils vont changer de placement et on va pas les séparer parce que c'est un couple qui fonctionne bien. Après, il faut voir s'ils arrivent à recréer une bonne relation avec leur nouvelle famille d'accueil. Mais quelquefois, ce sont des échecs. Certains patients se trouvent mieux dans certaines familles que dans d'autres. Parfois, il y a des enfants. Parfois, il y a des patients qui ne supportent pas les enfants. Donc, c'est un peu un puzzle parfois assez compliqué à faire. Hein. D'où l'importance, j'imagine, de suivre et d'être suivi par des équipes. Bélène, vous avez été accompagnée, vous avez le sentiment que tout au long de ces temps d'accueil où vous vous êtes occupé de ces patients, vous étiez soutenu, accompagné. S'il y avait la moindre question, il y avait une équipe médicale qui était là pour vous aider ? Oui, ça peut marcher que dans un système global où tout le monde épaule tout le monde. Ouais. Et tout le monde participe de cette équipe qui agit autour des personnes qu'on accueille. Juste une question, parce qu'on en a discuté ensemble. Vous étiez salarié du centre hospitalier. Pour autant, il y a une grosse difficulté sur le statut de ces accueillants familiaux thérapeutiques. Vous êtes très important dans la vie de ces patients, mais aux yeux du centre hospitalier, vous n'avez pas forcément toujours la même reconnaissance, si j'ai bien compris.
Oui, malheureusement, on n'a pas une catégorie fixée au niveau du centre hospitalier. C'est-à-dire que tout le monde sait dans quel échelon il est, quelle catégorie, nous, on est déjà peu nombreux dans les structures. Donc, il n'y a pas vraiment une masse. Et puis, voilà, quel statut nous appliquer, c'est vraiment très, très difficile. Il y a un peu un vide. Il y a eu une amélioration, on va dire, dans les statuts des accueillants familiaux thérapeutiques en 2009, quand enfant, il a été inclus dans la loi, les faits qu'on était des agents non titulaires donc de les structures pour lesquelles on travaillait, donc normalement de la fonction publique hospitalière. Mais c'est au bon vouloir, on va dire, des ressources humaines de l'hôpital, de considérer mieux ou moins bien dans les statuts l'accueillant familial. Et je sais qu'à ce titre... Après, effectivement... Allez-y, pardon. Oui, je disais qu'il y a on peut être vraiment mieux considéré par les personnes avec lesquelles on travaille vraiment au jour le jour, donc avec l'équipe d'infirmiers, la psychologue, les psychiatres qui suivent vraiment l'unité d'accueil familial, les aides-soignants qui s'en occupent beaucoup des personnes qu'on accueille. C'est là qui est important en fait, d'avoir une bonne entente et d'avoir un statut, une place qui est la nôtre. Oui, dans le parcours de soins. Et je précise que Famidac se bat et fait en sorte d'essayer de faire avancer les choses sur ce statut. Vous êtes d'accord avec ça, Juliette Rigondet? Chaque centre hospitalier a son fonctionnement. Chaque centre hospitalier va avoir une reconnaissance différente de l'accueillant familial. Quand, par exemple, un patient qui est accueilli repart en hospitalisation du jour au lendemain, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de rémunération. C'est quand même surprenant parce qu'ils ont une place majeure dans le soin. Oui, tout à fait. Alors, je connais surtout ce qui se passe pour Dain-sur-Oron, donc ça correspond tout à fait à ce que dit Bélène. Les accueillants réclament un statut. J'ai appris en menant mon enquête que les familles d'accueil n'ont été déclarées à Dain qu'à partir de 1992. Donc, en attendant, elles n'étaient pas déclarées, elles ne touchaient rien concernant la Sécu, la retraite, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé jusqu'à 80 ans, bien sûr. Et donc maintenant, à partir de 92, elles sont déclarées, elles touchent un loyer, des indemnités d'entretien, mais lorsqu'un patient est en crise ou se casse une jambe et part à l'hôpital pour un temps indéterminé, alors, il y a eu une avancée, c'est pas plus rien. Il y a maintenant 15 jours rémunérés par an seulement, c'est-à-dire qu'une absence de 15 jours, elle est rémunérée. Au-delà, c'est 3,50 € concernant la réservation de lit. D'accord. Voilà. D'accord. Et voilà. Oui. Après, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a peu de familles, peu de patients qui sont concernés aujourd'hui par l'AFT et donc du coup un poids peut-être pas suffisamment grand aujourd'hui pour faire justement pour sensibiliser autour de leur statut. Toutes ces accueillantes familiales finalement sont chacune un peu dans leur coin. Ça doit être compliqué de se regrouper et de faire valoir leurs droits. Mais c'est un autre problème qui m'a surprise en fait quand je l'ai découvert en menant mon enquête, c'est que je pensais que ces familles d'accueil échangeaient beaucoup entre elles et qu'elles étaient très unies. Et j'ai découvert qu'à Dain, en tout cas, au nom du secret médical, elles n'ont pas le droit d'échanger sur leurs patients, les personnes qui logent chez elles, sur les problèmes qu'elles rencontrent avec eux. Elles ne doivent en parler qu'à leur référent à l'hôpital. Et alors, heureusement, comme disait Corinne, beaucoup sont filles de responsables de famille d'accueil ou sœurs d'une autre. Donc, entre familles, entre personnes de même famille, elles en parlent. Mais sinon, elles se sentent très isolées, effectivement.
On va aller retrouver dans un tout petit instant le docteur Velasco pour lui poser une question. Vous, de vos yeux de jeune enfant dunoise, de vos yeux aussi de jeune fille d'une famille où il y a eu des personnes placées, quels sont les avantages et les inconvénients de l'accueil familial thérapeutique? En tout cas, vous, à vos yeux, c'est une bonne chose, c'est une pratique qu'on devrait élargir parce que c'est bénéfique presque dans tous les cas. Alors, c'est une bonne chose, à condition qu'elle soit parfaitement encadrée. Et ça demande des moyens humains et financiers qui, on le sait, malheureusement, manquent cruellement à la psychiatrie depuis pas mal d'années. Mais oui, c'est une bonne chose. J'ai en effet dans ma famille eu un oncle qui était schizophrène et qui a passé 60 ans de sa vie en hôpital psychiatrique. Et une tante qui, a priori, a la même maladie et qui vit toujours et qui, elle, est soignée à Dain depuis les années 80, qui a été placée en famille d'accueil. Donc, elle avait, entre guillemets, plus de chance que lui, parce qu'elle avait vraiment un lieu à elle, avec même ses meubles à elle. Elle a pu avoir ses meubles à elle, ses bibelots, et elle vivait pas mal là. Seulement, il est arrivé qu'elle soit logée dans des endroits sordides ou qu'elle soit maltraitée par une personne chez qui elle était. Parce que ça a existé aussi. Voilà, faut pas se cela voiler la existait face. aussi. C'est pour ça que, comme je le disais, ce principe nécessite, mais sans doute comme l'hôpital, un encadrement important. Docteur Velasco, il y a des gens au sein de la psychiatrie qui sont contre l'AFT. Il y en a qui pensent que ce n'est pas une bonne solution, que ça n'a pas fait ses preuves. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je pense plutôt qu'il y a des critiques concernant des dérives possibles. Et Juliette Régonté le disait à l'instant. Effectivement, le cadre de l'AFT nécessite beaucoup de soins, une doigté parfaite et un cadre qui accueille à la fois l'art et la technique, puisque nous ne pouvons pas imaginer que les choses se passent de manière automatique. Il y a un accompagnement très important, comme disait la présidente de Famidac, sans quoi on peut assister à des choses qui sont critiquables, déplorables. Madame Rigondet parlait d'actes de maltraitance. Si on n'est pas capable d'accompagner quelque chose que nous avons suscité, il vaut mieux vraiment ne pas le développer. Donc oui, les institutions psychiatriques publiques, sectorisées, ont fait souvent le choix. Ce n'est pas simplement qu'on empêche de développer le cadre, c'est de maintenir des petits dispositifs pour bien les accompagner. Non pas les développer à outrance sans accompagner les gens. Je disais, et j'ajoute simplement, il y a des pratiques de l'AFT. C'est en fonction des moyens, des orientations. Vous pouvez avoir aussi bien des équipes qui considèrent que placer un patient dans une famille, c'est la solution et c'est l'issue finale. Et donc, les voir que tous les 6 mois, par exemple, j'ai fait des formations où je tombais de haut en apprenant que c'était ça, ou bien le choix que nous faisons, nous, dans les hôpitaux, comme le GHU, où il faut vraiment un accompagnement très rapproché, souvent hebdomadaire et pluridisciplinaire, afin de permettre aux patients une émancipation subjective, pas simplement de l'hôpital, mais également une évolution vers une vie autonome, y compris en s'affranchissant du cadre familial, ce qui est le propre de tout adulte. Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire ça justement, d'avoir des services suffisamment bien fournis pour accompagner correctement les familles, d'être très présents et de garantir finalement que le patient, il avance vers le soin? Alors, justement, la psychiatrie était, à mon avis, depuis toujours a été reconnue comme mal lotie en termes de moyens. Aujourd'hui, nous avons encore des problèmes de recrutement et des problèmes de moyens qui s'est réduit au profit des réorganisations des soins et une logique qui cherche la performance et la rentabilité. Non, nous savons que la médecine est quelque chose de précieux, nous le voyons bien actuellement, qui a besoin des moyens et la psychiatrie n'est pas exempte de ça. Donc, nous avons besoin de maintenir un cadre AFT parce que ça montre bien, le film le montre, comment un cadre digne, rassurant, bien accompagné peut donner des issues très, très bénéfiques pour les patients. Peut donner, mais parfois peut aussi tomber dans des dérives qui sont évidemment à regretter. Ouais. Corinne, juste
Oui, justement, il paraît que c'est moins cher de prendre en charge un patient en AFT et que finalement de l'hospitaliser. Même si le docteur Velasco disait aujourd'hui, on n'hospitalise pas à vie les patients, ils font des courts séjours et ils repartent chez eux. Mais finalement, il y a un gros delta. Oui, c'est deux fois et demi moins cher, donc c'est quand même conséquent, effectivement. Mais je voulais revenir sur l'état, parce que le docteur Velasco parlait d'état de la psychiatrie en France, et il y a un rapport qui a été remis par des parlementaires en 2019, et je voudrais juste en citer 2 phrases, parce que bon, ça donne tout de suite le ton. L'organisation, alors ce sont les rapporteurs qui l'écrivent, l'organisation territoriale de la santé mentale est tout à la fois inefficiente et inefficace. Il en résulte une prise en charge des patients catastrophique. Ça, c'est le rapport parlementaire de 2019. La filière psychiatrique, et en particulier la psychiatrie publique, est au bord de l'implosion, et la suroccupation des lits est un fléau pour les patients comme pour les soignants. Voilà ce rapport. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose. Et en plus, avec le Covid, je pense que ces problèmes se sont accentués. Donc c'est vraiment un état lamentable et catastrophique de la psychiatrie aujourd'hui en France. Et docteur Velasco, est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne développe pas plus l'AFT? Pourtant, on se dit que là, il y a peut-être possibilité de faire en sorte que ça coûte moins cher. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ça ne se développe pas? C'est une bonne question. Je pense que ce que disait Corinne Bienrosa est parfaitement clair. Nous l'avons vu, entendu à la télévision et partout, nous le connaissons tous. Ce n'est pas la seule raison. Je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la transmission d'un savoir-faire. Les équipes peuvent parfois ne pas avoir de relais suffisants, peuvent assister à une sorte de désintérêt des autorités pour développer cette pratique. Mais parfois, et c'est des cas heureux, je viens d'être sollicité par un hôpital de la Chartreuse pour mettre en place une pratique d'accueil familial. Donc ça dépend vraiment des institutions, des hôpitaux, j'ai envie de dire, des territoires évidemment, de la politique que l'on développe dans un territoire ou dans un autre territoire. Oui, et puis ce sont finalement, ça va être un médecin dans un centre hospitalier qui va se dire, allez, moi je parie sur ce dispositif-là, sur cette prise en charge, je fais tout pour, je me démène pour, et finalement ça se fait un peu par petites gouttes comme ça, un peu partout en France, parce qu'heureusement quand même, il y en a plein d'Ain-sur-Auron, il y en a plein d'autres endroits. Vous, c'est quoi, Juliette Rigondet, votre sentiment par rapport à tout ça? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus d'accueil familiaux thérapeutiques? Pourquoi c'est pas quelque chose, c'est pas un réflexe finalement dans le monde de la psychiatrie de se dire tiens, on les fait vivre en milieu ouvert, on les fait se soigner par les habitants, par la ville Oui. Alors, c'est vrai que déjà, même au début, à Dain-sur-Auron, la grande difficulté, c'est la dispersion des foyers. Donc, qui dit dispersion dit de nombreux infirmiers et plusieurs médecins, normalement, pour pouvoir aller rendre visite régulièrement à ces patients. Si, notamment... le travail des patients n'est plus autorisé à Dain depuis 1990. Je pense que c'est faute de moyens humains pour contrôler que tout se passe bien. Et comme il y a eu des abus, on a préféré tout arrêter. Ça ne m'a jamais vraiment été dit clairement. Sauf mais que je pense que c'est ce qui s'est passé. Et le travail devait avoir un intérêt à l'époque pour, pour intégrer encore plus et moins marginaliser aussi finalement le malade. Bien sûr, quand je vois dans le film de Corinne la personne qui vit avec François, par exemple, jouer si bien à la guitare, Véronique qui fait de si belles choses avec sa machine à coudre, et puis François au judo. Ça, ce sont des activités de loisirs. Mais à l'époque où les patients travaillaient, ils pouvaient montrer leur savoir-faire, ils produisaient quelque chose. Et ils étaient reconnus pour autre chose que comme un fou, par exemple. Donc voilà, j'ai un souvenir très fort d'une dame qui m'a parlé d'une patiente qui était pianiste et qui lui donnait des cours de piano 2 fois par semaine, qui ce jour-là arrivait dans une tenue très élégante. Et voilà, cette femme changeait de rôle. Elle était la pianiste. Et c'est bien dommage que ça n'existe plus parce que vous pouvez imaginer que dans une petite ville comme Dain, il n'y a quand même pas beaucoup de loisirs et qu'on peut s'ennuyer beaucoup. Voilà. D'ailleurs, c'est à souligner, les derniers patients qui travaillaient
travaillait pour le centre hospitalier. Pas seulement. Pas seulement, pour l'horticulture, les paysages, le jardinage. Ce qui était formidable, c'est que, ça se faisait aussi dans les asiles. Ils travaillaient certains au centre hospitalier, mais beaucoup d'autres au dehors, et donc avaient des collègues qui n'étaient pas des patients. Donc voilà, ils avaient une vie beaucoup plus comme tout le monde. Il y avait une véritable intégration sociale, vraiment jusqu'au bout, la famille et le travail. Une dernière question très rapidement à vous, docteur Velasco. Est-ce que quand on forme des psychiatres aujourd'hui pendant leurs études, on leur parle de l'AFT, on leur montre ce que c'est? Est-ce qu'on les sensibilise à l'intérêt de cette prise en charge? Oui, sûrement. Mais ce n'est pas là que j'ai vraiment la véritable transmission. C'est plutôt lors des stages, des stages que les internes font dans les différents services. Si vous faites un stage dans un service où il y a de l'AFT, vous avez peut-être la chance de pouvoir comprendre un peu l'intérêt de cette pratique tout à fait humaine, qui permet non seulement d'être contre la psychiatrie, parce que ce n'est pas une pratique antipsychiatrique. Au contraire, la psychiatrie se l'est saisie, a mis un cadre psychiatrique dans cette histoire. Mais si vous n'avez pas choisi des services où il y a l'AFT, vous avez moins de chances d'être sensibilisé et d'être intéressé par cette pratique. Juliette, je vous ai coupé, vous vouliez certainement finir. C'est moi qui me suis un peu égarée. Mais oui, concernant pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu davantage, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, évidemment. Ouais. Alors, il se trouve qu'il y a eu, au début du XXe siècle, 2 guerres quand même, qui ont retardé peut-être la mise en place d'autres colonies familiales. Parce qu'il faut, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a failli en créer une première dans les années 1860. Et il y a eu la guerre de 1870 qui avait tout arrêté. Bon, il y a ces 2 guerres. Et après la Deuxième Guerre mondiale, se développe le mouvement dit de l'antipsychiatrie, où on prône l'hôpital ouvert, des ateliers d'ergothérapie, des appartements thérapeutiques. Et en tout cas, on encourage à ce que les patients restent, si c'est possible, chez eux et viennent en hôpital de jour. Et puis, il y a autre chose qui a compté aussi, c'est qu'on envoie de moins en moins de monde dans un endroit comme Dain, parce qu'autrefois, on y envoyait des dépressifs, des gens qui étaient alcooliques, ou alors encore des gens qu'on disait gâteux. Aujourd'hui, enfin depuis pas mal d'années, les soins se sont spécialisés. Et des établissements spécialisés s'occupent de ce type de pathologie. Il y a des centres d'addictologie, il y a des EHPAD, etc. Merci beaucoup. Je suis terriblement frustrée. On aurait tellement d'autres choses à vous raconter. J'espère que ce thème qui est crucial pour toute notre société, mais qu'on a souvent tendance à fuir, j'espère que la psychiatrie et l'AFT sont des thèmes sur lesquels vous avez appris plein de choses. En tout cas, un grand merci à nos invités. Je vous rappelle le livre de Juliette Rigondet, Un village pour aliénés tranquille. Et je vous renvoie également vers les sites internet de Famidac.fr, du GREPFA également. Et puis si vous voulez revoir ce documentaire, ça se passe sur notre site internet cvdl.france3.fr.